La société du spectacle, c'est un livre qui connut un fort retentissement après les événements de mai 68. 50 ans après, que reste-t-il de la pensée de Guy Debord, écrivain, cinéaste, militant révolutionnaire qui avait cofondé l'Internationale situationniste? Avec nous pour en parler, Laurence Lebras. Bonsoir, soyez la bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, il y a Guy, vous êtes donc tous les deux les auteurs de ce livre, Lire Debord, avec des notes inédites que vous avez rassemblées après un gros travail entamé il y a des années. Depuis 2010, vous travaillez sur le fonds Guy Debord à la Bibliothèque nationale de France. Stéphanie Lebras, commençons avec vous. Guy Debord est mort en 1994, il avait 63 ans à l'époque, Laurence Lebras, pardon. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore son œuvre intellectuelle, quel est le cœur de sa pensée ? Alors, Guy Debord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est connu pour avoir rédigé, notamment connu pour avoir rédigé La Société du spectacle, qui a été publié donc fin 1967 et qui a eu un fort retentissement, surtout avant mai 68, puisque ce texte a fourni les armes théoriques de la révolution de mai 68. Dans ce texte, Guy Debord s'attache à décrypter le mécanisme de la société marchande, société capitaliste qui vise à toujours produire plus pour consommer plus, cette société dans laquelle nous vivons encore maintenant. Et en s'attachant à la décrire, d'ailleurs ce qu'il fait aussi au travers de toutes ses œuvres avant et après la société du spectacle, eh bien, il nous permet de mieux comprendre tous les mécanismes d'aliénation de l'être humain à l'œuvre dans cette société qui, comme je le disais tout à l'heure, est toujours celle dans laquelle nous vivons. Et justement, Emmanuel Guy, en quoi les situationnistes, ce mouvement qu'ils font, en quoi est-ce à l'avant-garde, en quoi est-ce révolutionnaire? Parce qu'on avait déjà eu avant Marx et Engels notamment. Alors, ce mouvement des avant-gardes, oui, les situationnistes, le groupe donc fonde Guy Debord avec quelques camarades issus de différents mouvements artistiques en 57, s'inscrit dans une histoire qui est celle des avant-gardes artistiques, en particulier, notamment Dada et le surréalisme, et s'inscrit aussi dans une histoire, celle des avant-gardes politiques, qui réfléchissent à comment susciter un mouvement révolutionnaire sans pour autant en prendre la direction pour finalement devenir des directeurs en révolution ou des professionnels de la révolution. Et c'est là où l'héritage de Debord, outre sa pensée est intéressant, c'est sa pratique, la manière qu'il a de refuser le jeu que demande toujours le spectacle, celui de se prêter au jeu justement. Alors en ce moment forcément, pour cause de cinquantenaire, on parle beaucoup de mai 68. Guy Debord est un personnage peu connu de cette époque, même s'il a influencé ce qui s'est passé, on l'a dit. Marco Mormil a retrouvé un compagnon de route de Guy Debord, il s'appelle Marco, il est cinéaste. On va regarder ce reportage tourné dans la capitale française. Rendez-vous avec Marc O. L'ancien résistant, éditeur lettriste, cinéaste et homme de théâtre, a bien connu Guy Debord, le pourfendeur de la société spectaculaire marchande. Tout commence au Festival de Cannes en 51, lors de la projection sauvage du Traité de bave et d'éternité de Isidore Isou. Un film lettriste produit par Marc O, soutenu par Jean Cocteau, et que le jeune Guy Debord vient applaudir. Il y a tant de films, chaque semaine, d'où l'on sort aussi crétin que l'on y est entré. Je préfère vous donner des névralgies que rien du tout. Je ne suis pas payé par un oculiste pour lui amener des clients. Mais je préfère vous abîmer les yeux que de les laisser indifférents. Guy Debord rejoint naturellement les lettristes et Marco publie en 1952, dans sa revue Ion, le premier texte de Debord dans lequel il déclare « Les arts futurs seront des bouleversements de situation ou rien ». Fasciné au début par le trublion lettriste, Debord est attiré par une certaine pratique du scandale. Un étranger à l'église est venu habillé en moine, un bénédictin, je crois, tout en blanc. Et c'était le jour de Pâques, en plus. Et il est monté en chair et il a créé Dieu est mort. Loin du tout Paris littéraire, Debord développe une politique inédite de la ville, la dérive, une manière d'errer dans un lieu en se laissant guider par les impressions subjectives qu'il produit, comme ici, à la pointe du Vert-Galant. Ces cadenas, ça m'a foutu un coup, ce cadenas. Parce que je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui cadenas? Debord pratique aussi le graffiti philosophique. Il écrit ce fameux slogan sur un mur de la rue de Seine en 53. Pourquoi il a écrit « Ne travaillez jamais », c'est parce que le travail,
chez les marxistes, comme ça, Marx a dit ça, s'oppose au capital, s'oppose à l'argent, et que le travail, il est lié à l'argent. Travailler, c'est user son propre corps à se maintenir en vie. Ce n'est pas vivre. Ne travaillez jamais, c'est ne passez pas votre temps à le perdre pour ensuite avoir un peu de loisir. Proposer aux hommes une hausse immédiate du plaisir de vivre, voilà une théorie révolutionnaire que Marco met en pratique tous les jours. Et je signale que le film Les Idoles de Marco est diffusé à partir de ce soir sur TV5 Monde, France, Belgique, Suisse. Très franchement, on a envie de vous dire, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui qui se revendiquent comme Marco, lui a été un compagnon d'autres, mais qui se revendiquent de cette pensée radicale et révolutionnaire. Alors c'est faux de dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Simplement, peut-être que ceux qui se revendiquent de cette pensée-là, on en parle moins. En tout cas, ils viennent clairement aussi alimenter les rangs des contestataires que l'on voit quand même dans la rue en ce moment et qu'on a pu voir les années précédentes aussi dans la rue. Simplement, la pensée de Guy Debord n'est pas forcément celle qui est le plus mise sur le devant de la scène par les médias. À l'époque, comment est perçu le mouvement situationniste par les partis de gauche progressistes, notamment le Parti communiste français auquel il n'appartenait pas? Guy Debord n'a jamais souhaité rejoindre aucun parti politique et n'a jamais souhaité que l'international situationniste devienne un isme comme le surréalisme ou le dadaïsme. Et il a maintenu l'indépendance de ce groupe. Et cette indépendance politique est extrêmement importante puisque c'est d'ailleurs ce qui a fait que les situationnistes se sont retirés très vite de mai 68. Et ils se sont retirés à partir du moment où la révolution a été récupérée par le pouvoir politique. Parce que le pouvoir politique, ils considéraient que le pouvoir politique, même de gauche ou d'extrême gauche, à partir du moment où il se pose comme un pouvoir et finalement fonctionne exactement comme n'importe quel autre groupe politique avec un leader. Et la présence d'un leader, la présence d'une organisation à l'intérieur du groupe extrêmement hiérarchisée fait que ça donne une aliénation. Ça donne une aliénation, effectivement. Enfin, ça entraîne une aliénation et ça limite la liberté de contestation. Emmanuel Guy, à ce moment-là, Guy Debord se dit je rêve d'un mouvement transfrontalier. Oui, ça fait partie des objectifs initiaux. D'abord, dès les débuts, avant même l'international situationniste, Debord fonde un mouvement qu'il appelle international lettriste. Il y a là bien sûr un situationniste. Il y a là bien sûr un clin d'œil à l'international des travailleurs, mais aussi l'idée que l'international situationniste s'occupe tant des problèmes politiques de la métropole, des colonies, et aussi des mouvements politiques et sociaux qui se passent partout dans le globe. Et donc, elle est internationale, l'IS, comme on l'appelle, internationale situationniste, tant par ses membres, qui viennent de divers pays d'Europe. Donc, même un noyau en Algérie. Oui. Alors je termine juste là-dessus, et international par ses intérêts. S'intéresse à la fois à ce qui se passe en France, en métropole, dans les colonies et partout. Alors oui, la relation de l'IS à l'Algérie, ou plutôt de Debord et de ses camarades à l'Algérie, est intéressante parce que dès les années 50, les lettristes, donc le groupe auquel fait partie Debord, fréquentent les bars kabyles de la rue Xavier Privat. Et déjà à l'époque, c'est toujours le cas, il était rare que des Français se mêlent à cette communauté-là, dans des bars communautaires du quartier. Le mariage même de Debord et Michel Bernstein est célébré, le repas en tout cas, dans un bar qui servait du couscous. Mais par ailleurs, et plus sérieusement, dans les années 60, l'IS publie des textes importants, notamment au moment du renversement du président Ben Bella en 65. Et ce qui se passe finalement, c'est que même après cela, après l'IS, Debord n'oublie pas l'Algérie. Il n'oublie pas l'Algérie après l'indépendance, il continue à s'y intéresser, il aide à la publication d'ouvrages importants de Messoud Eldamer par la maison d'édition Champs Libres, qui sont toujours disponibles chez Ivrea. Et jusqu'à sa mort, jusqu'à avant sa mort, dans son dernier film en 94, Guy Debord s'en a son temps, on voit des images de la guerre civile en Algérie, des images qu'il appelle évidemment à interroger comment est-ce que l'ancienne métropole se représente cette guerre civile. Laurence Lebras, Guy Debord a toujours refusé de passer à la télévision ou de publier des tribunes dans les grands quotidiens, attitude radicale, il n'était pas dans la demi-mesure. Pourquoi relire aujourd'hui Debord, selon vous, puisque c'est le titre de votre livre, Lire Debord?
Alors pourquoi relire Debord? Eh bien parce que, comme je le disais au début de cette émission, de cet entretien, l'analyse qu'il fait de notre société est toujours extrêmement d'actualité. Et malheureusement, en fait, sa pensée vise à prendre complètement de la hauteur par rapport à nos autres analyses qui peuvent être plus ponctuelles, des problèmes écologiques, des problèmes purement économiques, des problèmes plus de société, d'organisation de la vie familiale, d'emploi, etc. Et au lieu de considérer tous ces éléments séparément, il essaye de décrypter la situation en cherchant à comprendre ce qui fait que cette société entraîne une dégradation de nos conditions d'existence. Alors cette société donc, qui fonctionne à partir d'une économie capitaliste, une économie qui ne vise qu'à produire plus pour consommer plus et qui donc nécessairement entraîne avec elle tous les problèmes que l'on peut constater aujourd'hui, c'est-à-dire que l'on pouvait constater avant, mais qu'à partir de maintenant, de ces quelques dernières années, se sont amplifiés et qu'il est devenu impossible de ne plus prendre en compte. D'où l'importance réellement de relire Debord, parce que ces textes nous permettent de comprendre justement ce qui est à l'œuvre dans ce mécanisme implacable, et d'autant plus implacable que cette économie-là, elle s'est étendue à la quasi-totalité des pays du monde. Merci beaucoup Laurence Lebras, merci Emmanuel Guy d'avoir été avec nous. Lire Debord, c'est aux éditions de L'Échappée. Merci d'avoir témoigné sur TV5 Monde.